Alors le point sinon, depuis un mois, la situation à Panama là, sur les terrains. Alors hier, on a fait une avancée grâce à un Français qui s'appelle Clément, qui a fait quand même une perf. On avait un souci sur le terrain de la plage, les plages, il y avait un souci pour établir le système de possession des terrains au Panama est un peu plus. Il y a deux systèmes, il y a un système titré comme il y a au Costa Rica, en France, voilà, qui est enregistré au national. Et puis il y a un autre système qui s'appelle, qui sont les droits de possession en fait, qui est un peu plus complexe et, un peu plus casse-gueule. Mais généralement les étrangers n'achètent jamais au Panama des ROP, parce que ils savent pas bien comment ça marche déjà, ils sont mal conseillés et surtout il y a beaucoup d'arnaques, c'est-à-dire que les terrains peuvent être vendus plusieurs fois. Il faut faire un acte de présence de possession et ça s'organise. Et donc la première étape, c'est de mettre une clôture pour dire ça c'est chez moi, ça c'est important. Et donc faire une clôture, c'est simple pour vous donner un ordre d'idée. Les terrains, les géomètres là, ils ont des appareils satellites avec des GPS que depuis quelques années. Et avant ils faisaient ça, je sais pas comment. Mais ils chiaient de la merde quoi. Enfin, soit c'était trop compliqué à faire pour leur cerveau, soit ils chiaient de la merde, je sais pas, ils étaient trop cons, ils n'étaient pas adaptés, ils savaient pas faire. Donc toujours dis que tous mes terrains au Costa Rica, en fait, quand on vend des terrains, moi je les ai fait découper en 2014, j'ai fait 6 lots indépendants, et avec des arrivées d'eau, j'ai bâti une ligne électrique, etc. Et quand j'ai fait découper, donc là, il y a un géomètre qui intervient, un agreementeur, et puis le mec, il attribue des numéros de propriété au terrain et les enregistre. Seulement, en fait, quand on vend, notamment aux Américains, ce qu'ils demandent, les mecs, c'est un mois de due diligence, et ils réembauchent généralement un agreementeur, un géomètre, pour vérifier que ce que leur raconte le vendeur est vrai. Donc moi, comme je suis en vente sur le Costa Rica depuis 2-3 ans, au fil de l'eau là, 75% de mes transactions ont foiré parce qu'il y a des problèmes de géomètres, parce que les géomètres nouveaux, modernes, avec les nouveaux appareils, ou même un débile mental, il est capable de faire un terrain, ça ne correspond pas à ce qu'il y avait d'enregistré sur les planos officiels. Et parfois il y a des écarts bien sûr. Alors en plus j'ai tout eu comme explication du genre la terre avait bougé toute seule. Au début, le mec a dit non mais c'est toi qui as changé le truc. Et donc genre j'avais envoyé un tracto en haut d'une colline pour modifier mon terrain et c'est pas lui qui avait tort. Et puis après c'était genre l'intervention de Dieu. Donc les mecs ils vont loin, hein, c'est même l'intervention de Dieu. Bon bref, donc ces transactions immobilières sont chiantes. Et quand on achète un terrain et qu'on veut vraiment établir la situation, et c'est obligatoire au Panama avec les droits de possession, la situation est chiante parce que les géomètres, là on en est, je sais plus, c'est le 3e, il y a à boire à manger, mais il y a plus à chier qu'à boire et à manger. Et donc, ça c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que là on est sur le Costa Rica était un accès facile, là on est vraiment sur des terrains d'accès difficile, par mer, isolés, etc. Et donc il faut quand même envoyer un mec, il faut l'héberger, il faut qu'il puisse faire son taf. Et puis là on parle plus de 5 hectares 5 au Costa Rica, mais de 34 hectares dans la jungle. Donc ça part de la mer, mais après on est dans la forêt tropicale. C'est hardcore. Il y a des caillasses, des dénivelés, voilà. Et donc notre tâche avec Antoine, depuis, pour vous donner un ordre d'idée, vous me posez des questions sur le Panama. Je crois qu'on a acheté le terrain en août, et au moment où je vous parle, nous sommes à la mi-janvier, donc il s'est écoulé 5-6 mois. Nous n'avons toujours pas finalisé les démarches, même pas les démarches, le début, l'une des premières démarches à faire, elle n'est toujours pas finalisée. Et cette première démarche consiste à établir avec un géomètre des frontières, et après à mettre une fence, une clôture sur 34 hectares. Donc là, hier, il y a eu une avancée majeure parce que Clément, un Français qui est avec nous, a vraiment fait une contribution massive. Il a été marcher 7h30 dans le merdier avec 2 agreementeurs. Sauf que
il avait un montre GPS, je sais pas trop quoi, à son téléphone, et qu'il a vérifié le boulot, et réorienté et dirigé les mecs pour qu'ils obtiennent un résultat. Parce qu'en fait, le souci en Amérique latine, c'est qu'il y a beaucoup de gens, certains sont vraiment complètement tartes et idiots, mais il y a quand même des mecs intelligents. En l'occurrence, cet agriculteur-là était intelligent. Mais le souci en Amérique latine, c'est qu'ils n'arrivent pas à concrétiser les tâches. C'est un problème pratique, en fait, quasiment. Je sais pas, et donc il y a souvent besoin d'un mec autour pour cadrer, s'organiser, finaliser, concrétiser. Et ça, c'est vraiment c'est l'une des difficultés majeures d'habiter en Amérique latine ou je pense en Afrique, c'est de parvenir à obtenir un résultat d'un point A à un point Z et de faire le taf. Ça demande des efforts. Donc là, ça fait 6 mois qu'on échoue. Parce qu'il n'y a rien qui correspond à rien. On est passé 34 hectares payés à genre vous avez en réalité 21 hectares. Le mec il mettait des points dans la mer, c'était n'importe quoi sur le plan, les points satellites c'était n'importe quoi. Donc ça fait 6 mois. Je pense que là on va rentrer la semaine prochaine avec un plan correct qui nous baisse pas la gueule. Et donc il va être déposé à l'organisme du Panama et on va pouvoir commencer à bosser sur le travail de clôture, puis après on va bosser sur les différents aspects de la possession du terrain et après on va commencer à être bien. Mais pour donner ordre d'idée, c'est sport comme c'est pas une question de couilles, c'est une question que c'est du chaos. On s'habitue au chaos. Alors il y a des gens qui supportent pas le chaos, l'incertitude, qui veulent du contrôle, et ça, effectivement, faire les transactions en Amérique latine, ça c'est pas possible parce qu'il y a toujours de la merde, des papiers, des machins, des trucs. Ça va jamais droit en fait. Mais c'est parce qu'il y a ça qu'il y a un nombre conséquent d'opportunités qui peuvent être saisies également. Des opportunités qui n'existent plus en Europe, aux États-Unis, parce que les marchés sont surarbitrés par les banques, les big players et qu'il y a beaucoup trop d'intelligence. Donc d'un côté c'est du chaos, mais de l'autre côté il faut bien voir une chose, c'est qu'il n'y a pas de compétition non plus. Donc il y a un envers du décor qui est extrêmement positif. Et donc je pense que là pour ce volet du terrain de la possession de la plage, on en est, enfin des plages, parce qu'on a 5, il y en a 2 grandes et 3 petites. Je pense que là on arrive au bout, maintenant dans 1 ou 2 mois ça va être fait. Alors ensuite, mon histoire d'internet, vous avez je sais pas pourquoi ça... Starlink, alors on m'avait parlé de Starlink, je sais pas, le souci c'est que moi je trade, donc je peux pas avoir un bordel quand il y a des nuages, ça marche à voile et à vapeur, ça c'est... non, ça c'est pas possible. Donc le système est le suivant au Panama, il y a de la fibre optique dans tout le pays, Panama est très très bien équipé en internet. Comment dire, il y a de la fibre optique vraiment dans des routes plutôt isolées où il y a une faible densité humaine, donc on a de la chance. Donc l'idée en fait c'est d'aller voir un local qui a une maison au bord de la fibre optique pour lui dériver en fait sa connexion internet, lui prendre. On parle de 40 mégabits seconde. Alors je sais pas ce que ça... j'ai plus mis les pieds en France depuis trop longtemps, je sais pas ce que ça vaut 40 mégabits seconde, mais en tout cas moi ça couvre largement mes besoins et à mon avis les besoins de beaucoup de personnes autour de moi. Donc on envoie les 40 mégabits seconde dans une antenne qui balance le flux, je sais pas, il doit y avoir quelques kilomètres, qui reroute le flux sur notre terrain parce qu'on a une montagne assez haute. Donc on récupère le signal dans une antenne et nous on renvoie à nouveau le flux internet vers les lieux où on va vivre. Donc ça marche comme ça. En prix, c'est... alors le voisin on sait pas combien, le mec on sait pas, on va peut-être lui payer 50 balles. Ensuite l'installation, c'est une installation avec une antenne, ces antennes solaires, ça consomme pas énorme, il faut une batterie, un solaire, etc. Il y a un peu de maintenance mais pas trop. On est en train de parler d'un budget de 3-4 000 $ a priori actuellement. Et ensuite il y a payer le flux des 40 mégabits seconde. Donc c'est les connexions business. Ils facturent ça 450 $ par mois. Donc ça fait 5 000 $. La première année ça coûte 8 000 $, 9 000 $, je pense. Et puis après ça sera autour de 5 000 $ par an.
pour avoir 40 mégabits en pleine jungle, au milieu de nulle part. J'ai publié une vidéo avant de partir sur la ferme là, où on va habiter, là au milieu de nulle part, avec aucun humain autour. Voilà, c'est quand même un budget conséquent, mais à partir de là, on est complètement indépendant et c'est vraiment pratique, quoi. Donc ça c'est en cours, on n'a pas isolé l'autochtone qui est à la maison pile dans l'axe de notre montagne, donc on est en train de le chercher. À partir du moment où là, c'est un délai d'1 mois environ, donc ces choses-là, ça va se faire. Pour le chemin aussi, alors le chemin, vous étiez tous dubitatifs, je pense qu'il y a une pour l'histoire de la mangrove et le chemin, c'est pas possible d'imaginer par rapport à des mots que je peux dire dans une vidéo, il faudrait le filmer pour voir. Donc le chemin, c'est beaucoup moins hasardeux, compliqué et entrepreneur, enfin c'est beaucoup plus facile que vous ne le pensez, parce que déjà c'est une servitude de passage, donc il y a déjà un chemin qui existe là depuis longtemps, qui est établi, la terre est tassée, voilà, donc la saison des pluies va pas ravager cette servitude de passage, donc il faut la développer. Le problème c'est plutôt que on va valoriser, il y a 3 voisins à racheter, donc au début j'ai dit non, et en plus les mecs, il y en a un qui est en faillite, il a baisé des putes, des machins, des trucs, il se cache, il a des banques au cul, il sait même pas qu'on veut lui racheter son terrain, il sait même pas qu'il pourrait changer de vie, et on a été voir son frère avant-hier, et le frère ne sait même pas où est le processeur d'un des terrains qui m'intéresse, le milieu, et le gars on sait pas. Donc peut-être il va falloir qu'on s'adresse à la police, on sait pas, c'est pas pour le rechercher, c'est pour lui filer des thunes et lui sortir de sa merde. Mais c'est très très sport l'immobilier à nouveau, parce que en zone rurale, mais c'est un chaos. Moi j'ai traîné dans les campagnes françaises, voilà, on plaisantait des agriculteurs, des paysans, de ce qui se passait, mais ici le chaos de la zone rurale du Panama, c'est indéfinissable. En fait, il y a la moitié des gens qui sont à bloc, mais à bloc dans Jésus-Christo et l'église et voilà et les bondieuseries. L'autre moitié est à bloc dans l'alcool et à la drogue, parce que oui, aussi une chose, c'est que ils vivent Panama, là, on est sur la côte Pacifique. Ce qui se passe, c'est qu'il y a tous les dealers de drogue qui remontent la dope aux US. Et puis de temps en temps, ils se font prendre en chasse par la police, et donc ils balancent les trucs de drogue dans la flotte. Et donc les pêcheurs, les poissons, ça les intéresse pas trop dans le coin. Ce qui les intéresse, c'est d'aller récupérer la drogue qui a été balancée et de revendre à 3000 le kilo aux dealers qui la remontent, etc. Donc et puis au passage, malheureusement, ils revendent, mais ils se disent bah tiens, si je m'en mettais un petit peu dans le pif, ça serait pas mal non plus, ça a l'air de faire de l'effet ce truc là. Et alors ce qu'ils savent pas, cette bande de nouilles, c'est que la cocaïne qu'ils ramassent, elle est pure à 100%, quoi, parce qu'elle n'a pas encore été coupée pour les revendeurs. Donc ils se poudrent la gueule avec une cocaïne à 100% pure, donc ils ont des yeux, mais les locaux, les pêcheurs, par moments, ils arrivent avec des yeux mais complètement dématés de tension nerveuse, hein. Donc ils sont sous coke intensive. Donc soit l'alcool, soit Jésus-Christ, soit la coke, soit un mix de 3 d'ailleurs. Et donc faire des transactions, la ferme, on a mis 9 mois au total pour l'avoir. Et faire des transactions immobilières dans le merdier, déjà il faut trouver les mecs, il faut négocier, ils ont pas trop de cerveau, voilà, donc ça reste sport. On ne va pas vous mentir, c'est volatile, c'est chaotique. Faut être patient, organisé, attendre, voilà, et puis être méthodique, et les transactions finissent par se faire. Donc là, on en a fait 2 en 2021. Donc le chemin, en fait, la servitude de passage, ce qui me gratte, c'est que si on investit le fric derrière les terrains, la valeur va s'envoler, donc au final on ferait mieux de les racheter. En plus il y a des Français qui veulent nous rejoindre, qui veulent acheter les terrains avec nous, donc je sais pas, il doit y avoir 500 hectares, donc pour l'instant on est reparti dans des achats, mais pour recommencer les achats, on est obligé déjà de localiser les mecs. Donc il y en a un qui est barré, le deuxième terrain, il y a 11 frères et sœurs avec un représentant pareil, qui a niqué une petite, qui a je sais pas combien de femmes, enfin bon, le merdier intégral. Le mec, la nana s'est barré, il a claqué la gueule, il est en dépression,
c'est devenu une loc et tout, donc voilà. Et le troisième, on l'a même pas encore commencé les recherches. Donc c'est ça qui est amusant en même temps, c'est que pour faire une transaction, acheter de l'immobilier au Panama, au départ, il faut déjà trouver le vendeur. Les mecs, bien sûr, il n'y a personne qui va acheter dans notre zone parce que c'est pas habité, c'est voilà. Mais les vendeurs, c'est une compétence. On a un des membres, Tommy, dont c'est la tâche de localiser les mecs, et ça prend des mois, par moment des mois, juste pour leur parler. Puis après, faire arriver à le cerveau qu'on veut acheter le terrain et commencer à rentrer dans une transaction, c'est compliqué. Et maintenant, c'est amusant. Moi, ça m'amuse beaucoup. Donc, faut mieux se prendre la gueule plutôt qu'autre chose. Voilà, donc le chemin, ça va traîner parce que je pense qu'on va faire les transactions immobilières avant. L'internet, ça va pas du tout traîner. De toute façon, on a déjà 150 hectares, 164 hectares, donc on peut démarrer. Et donc, nous sommes en train d'acheter des vaches. Alors, on n'y connaît pas grand-chose, on va sous-traiter. On va démarrer, on va prendre 60 vaches. Donc, c'est quand même 60 000 $ d'ailleurs. Enfin, on va prendre des mamans de 2 ans d'âge, des petits, un taureau. Alors le boulot du taureau, c'est un peu le meilleur job au monde en fait. Moi, si je vais me réincarner, en taureau. Le mec, on lui masse les burnes toute la journée, on met des crèmes, tout ça, vas-y, t'es bien, tout machin. Et vas-y, on lui met un cheptel de 20 à 40 gonzesses, allez, tu les démontes autant que tu veux, mec. Tiens, voilà, t'es tout seul, déjà, on met pas de taureau, donc là, t'es tout seul, voilà 2-3 hectares juste pour toi, pour que tu te détendes la couille. On te met 20-30 femelles, vas-y, déglingue-les, fais des petits, parce que à chaque fois qu'il y a un petit, ça fait du blé. Donc le job de taureau, c'est quand même un job fantastique, fantastique. J'ai découvert ça. Donc on va acheter un taureau et 20 femelles pour démarrer. Et puis après, on va tripler la taille une fois qu'on aura pigé un petit peu. Et c'est surtout que j'ai très peur qu'on perde le contrôle de la jungle et du terrain qu'on a. Donc vraiment, ça va être fait la semaine prochaine, normalement. On démarre, voilà. Donc on va pas devenir franchement des éleveurs. Je sais pas si vous savez, mais le job d'éleveur, c'est l'enculade généralisée. Aux États-Unis, par exemple, il n'y a plus que 4 opérateurs à l'abattage et c'est eux qui prennent toutes les marges. Il y a Tyson qui cote en bourse, que j'ai d'ailleurs. Le job d'éleveur, c'est franchement ingrat, mais nous, en fait, c'est plutôt que payer des gens, ça va permettre de couper l'herbe, de maintenir en place le terrain sans que ça parte en couille en 6 mois de temps. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt financier, un petit peu. J'ai calculé des vaches en se démerdant avec les prix achat et prix de vente sur un cycle de 2 ans. Avec quelques transports, frais de transport, de veto. Normalement, c'est un truc qui va rapporter 15% par an. C'est toujours mieux d'ailleurs, que ça permet de couvrir l'inflation, ça c'est bien. Mais enfin, c'est des petits montants, 15% sur 60 000. Voilà, enfin on peut faire. Sur British Tobacco, là, elle a fait 20% de gain en un mois là, depuis qu'elle est dans l'université investisseur. Donc, mais bon, ça a une fonction utilitaire, c'est le contrôle du territoire. Ça, c'est clair que les vaches, c'est quand même bien. Voilà, donc les choses avancent. Il y avait une règle au Costa Rica qu'on apprenait tous, c'est les choses finissent par se faire. Les choses finissent par se faire. Il faut être patient, mais tout arrive. Faut savoir attendre et voilà. Donc c'est pour ça aussi on me dit ouais, tu fais 15 milliards de trucs. Oui, mais au vu de la France peut-être, mais en fait oui, je fais 15 milliards de trucs, mais 15 milliards de trucs à 2 de tension parce que tout est à 2 de tension ici. Donc 15 milliards de trucs à 2 de tension, ça fait pas énorme en fait à gérer au fur et à mesure. Il faut juste être capable d'avoir voilà, de gérer une dizaine de projets différents, mais par contre la vitesse d'avancement et les efforts de gestion sont extrêmement limités parce que voilà, on flotte un petit peu dans un univers. Et en même temps, l'univers occidental m'effare de plus en plus. Je comprends pas comment les gens peuvent vivre là-dedans avec 1600 balles en salaire médian français. Je comprends pas, c'est les conditions de vie qui sont pas bonnes pour moi. Donc oui, on a des gens plus affûtés en Europe, mais c'est trop dur quoi. Franchement, je pense que l'alternative ici est meilleure, mais bon, ça n'a pas cette opinion n'engage que moi, voilà. Donc voilà les nouvelles pour les projets au Panama. Rendez-vous dans un mois, de toute façon on est là tous les mois maintenant.